l'entreprise, c'est politique. Bien sûr. Parce que c'est un modèle de société, tu le dis toi-même. Ah ouais, Et donc la complètement. politique, c'est comment on vit ensemble. Bien sûr. Donc, croire que l'entreprise n'est pas politique, c'est comme croire que les licornes existent pour moi. La gouvernance partagée, du coup, en séparant en distribuant le pouvoir de décision, en fait, on casse aussi des dynamiques qui sont celles de la centralisation de l'information, la centralisation du pouvoir, et qui créent des oppressions. Comment on repense peut-être le modèle de l'entreprise, et on va en parler, mais qui serait celui d'un monde viable, plus écologique. Bienvenue sur Harmony Inside, le podcast des entreprises harmonieuses, celles qui savent allier succès business et culture d'entreprise forte. Harmony Inside, c'est aussi le podcast de Biharmoniste, et Biharmoniste, c'est une trentaine de consultants de haut niveau qui vous accompagnent pour faire de votre culture d'entreprise un levier de croissance. Alors que vous ayez besoin de revisiter vos valeurs, de former vos managers ou tout simplement de faire évoluer votre organisation aussi vite que votre business, on a des choses à se dire et notre invité du jour aussi. Bonne écoute à tous. Salut Anouk. Salut Vincent. Merci beaucoup de m'accueillir chez Carbo. Avec grand plaisir. Je suis très content qu'on puisse faire cet épisode. J'avais très envie de faire cet enregistrement avec toi, cet épisode avec toi, depuis que j'ai découvert Carbo sur LinkedIn. Donc déjà bravo à votre équipe marketing qui fait du bon boulot pour vous rendre visible. Je suis allé voir parce que j'étais attiré par le côté entreprise écologique. Et on va en reparler. Je suis tombé assez vite sur votre culture book, etc. Ce qui est super déjà d'en avoir un. Et puis visiblement, ça donne envie de vous rencontrer et ça donne envie de parler. Et quand on s'est parlé la première fois, du coup, parce que du coup, évidemment, étant un petit peu invasif, je vous ai écrit en mode « Salut, vous ferez pas un podcast ?» Et donc, on discute une première fois. Et tu me dis que tu as rejoint Carbo parce que, comme beaucoup de gens autour de nous, j'imagine, tu es passé par une phase que j'ai connue aussi de il faudrait peut-être que mon boulot ait un peu plus, on va dire même pas dire de sens, mais c'est un peu plus aux prises avec les réalités de la transition écologique. Et donc, tu voulais rejoindre, avec tes mots, une entreprise avec des externalités positives fortes. Et avec Carbo, c'est ce que tu as trouvé, puisque tu as trouvé une entreprise écologique. Et moi, spontanément, j'ai envie de te demander, mais c'est quoi une entreprise écologique? Eh ben, j'adore cette question. Ça tombe bien. C'est Carbo. Super. Non, Ouais. une Là, l'épisode a été très, très rapide. Là. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Non, plus sérieusement, une entreprise écologique, on va considérer que c'est comme un organisme vivant. C'est à la fois un espace, ça se joue à 3 niveaux. C'est à la fois comment on prend soin, entre guillemets, des entités qui la composent, des personnes qui la composent. Donc, s'assurer d'avoir un environnement propice à l'épanouissement de chacun, à la possibilité d'être soi-même en termes d'identité. C'est une entreprise qui va aussi agir au niveau du cadre des relations interpersonnelles, des éléments, des interactions entre les éléments qui la composent. Donc, comment on s'assure dans un cadre de coopération pleine, comment on travaille à garantir cette coopération-là. Et enfin, c'est évidemment comment l'entreprise, elle s'assure de maintenir la viabilité de l'environnement dans lequel elle est, donc du vivant, en fait, de manière là. Donc, ça se joue vraiment à 3 niveaux, individuel, interpersonnel et je dirais vivant au sens très large. Oui, parce qu'en fait, quand tu me racontes ça, ça me fait penser, tu sais, aux éléments de la systémie, en gros, de ce qui constitue un système, entité, interaction et côté finalité. Est-ce que la finalité d'une entreprise écologique, c'est de conserver l'environnement, on va dire, habitable et viable pour... Pour moi, oui. Et d'ailleurs, ça se traduit en fait dans notre raison d'être aujourd'hui chez Carbo, notre mission première qui est accélérer la prise de conscience écologique pour réduire notre empreinte carbone, et ce dès maintenant. Et en fait, oui, notre activité, elle se concentre sur l'empreinte carbone, mais dans le modèle d'entreprise écologique qu'on défend, c'est aussi penser l'écologie au-delà simplement de cette approche carbone, mais comment on fait système, en fait. Ok. Exactement. On va revenir sur tout ça. Avant, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter un peu ce que c'est Carbo, où vous en êtes aujourd'hui, combien vous êtes, ce que vous faites, etc. Oui, bien sûr. Tu le disais, je suis Anouk. Moi, je suis en charge des sujets people and culture depuis 2 ans et demi chez Carbo. Il y a une autre personne avec qui je travaille sur les sujets RH. On est 2. Et chez Carbo, au total, on est une 50aine, 53, 54. On a des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui arrivent bientôt. Donc, ça évolue. Mais voilà, une 50aine. On existe depuis 5 ans.
n'importe quoi, 2020. Mmh. Et notre activité principale, en fait, c'est de proposer aux entreprises un logiciel SaaS qui leur permet de calculer leur bilan carbone Mmh. et d'avoir une trajectoire de réduction. On a également une application citoyenne et l'idée, c'est comment on utilise cette notion d'empreinte carbone pour vraiment permettre la prise de conscience écologique et la réduction, que chacun se l'approprie à différents Mmh. espaces, Oui, donc citoyens. application citoyenne, c'est genre demain je veux calculer mon empreinte carbone, je peux le faire via Oui, votre via Carbo, quoi? exactement, Ouais. exactement. OK, hyper intéressant et vous avez un média aussi, c'est ça? Et on a en média, ouais. En média sur la culture, écologique. L'idée, c'était de parler d'écologie à travers le prisme de l'art et de la culture. OK. On va, certainement, un peu peut-être changer l'angle aussi pour Mmh. parler, à d'autres personnes. On Mmh. fait évidemment des tests Ah oui, comme bien toute sûr, ouais. entreprise. Ouais. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment comment, on adresse le sujet écologique à toutes les parties prenantes Mmh. aussi. OK et justement, tu as commencé à parler de la raison d'être, de Carbo au début. Il y a souvent une difficulté à laquelle on est assez vite confronté quand on est sur du concept un peu philosophique, tu vois? L'entreprise écologique, j'imagine que c'est avant tout une philosophie, si on peut dire ça comme ça. Et derrière, en fait, tu as une entreprise avec des vrais gens, des vrais produits, des vrais clients, une vraie orga et des vraies choses qui s'y passent. Donc c'est comment est-ce que tu passes, de la philosophie à la réalité? Comment est-ce que tu mets en action ça? Et effectivement, quand on lit votre culture book, la 1er truc qui ressort, c'est ce combo, mission, vision. Tu as parlé de la raison d'être. Si tu vas un peu plus loin dans ce sujet, comment est-ce que ça se manifeste chez Carbo, du coup, c'est cette mise en action de cette philosophie-là? Hem, je pense pour que la mission ne soit pas qu'une mission écrite encore une fois, sur un PowerPoint, c'est comment on la suit en fait et comment, ce qui mesure l'atteinte de cette, mission est aussi central que, des indicateurs, financiers, Mmh. business. Et donc nous, on a des indicateurs de mission qu'on suit, de manière, hebdomadaire, qui sont partagés de manière, hebdomadaire, à l'entreprise, aux personnes de l'entreprise. Et c'est, notamment les tonnes de carbone, évitées, Ouais, par les plans d'action, justement que permettent notre, produit, OK. et le nombre de personnes, qu'on a sensibilisées, donc qu'on a touchées avec de l'information, carbone, Mmh. expliquée, pédagogique. Mmh. Et donc en fait ça nous permet de voir comment ça évolue et comment on avance petit à petit Mesurer vers, l'impact concrètement, mesurer l'impact de l'impact de carbo, tout Mmh. simplement. Et après, en fait, l'idée, c'est que dans notre, vision, on traduise, cette philosophie d'entreprise écologique, et donc d'aller, chercher, plus d'entreprises qui vont réaliser leur bilan carbone, Ouais. donc de toujours, augmenter le nombre de personnes qu'on touche avec, Mmh. notre activité. Mmh. Et tu vois, ce que quand en lisant ça, en fait, en filigrane, je retombe sur une question qui, moi, m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est pas une question facile, hein, je sais. Tu vas pas me remercier de te la poser, mais il y a le côté, quand tu es une entreprise, tu as forcément des objectifs de performance économique. Enfin, on t'apprend à l'école que la mission de l'entreprise, c'est quand même de réaliser du profit, hein, avant Mmh. d'avoir un impact, quel qu'il soit. Et donc, tu dois combiner et concilier, cette approche, enfin, la performance économique et une approche écologique. C'est pas 2 choses qui vont spontanément ensemble. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire les 2 sans que ce soit, complètement paradoxal? Tu m'avais prévenue, elle est pas facile cette question. Je suis pas sûre d'avoir totalement la réponse, parce que évidemment, notre crise écologique, elle est, le résultat d'un système, toujours une course, effrénée au profit contre le temps, et cetera, heu et donc une course à la performance. Hem, je pense qu'on peut regarder un peu du côté, de ce que certains chercheurs, je crois que c'est Olivier Hamon, chercheur au CNRS, à Lyon, il me semble, qu'il parle de concept de robustesse, Mmh. justement, qui Beaucoup, ouais. dépasse cette question de la performance. Et qui explique que la performance est un peu démodée et que Mmh. c'est pas du tout ça qui nous permettra de de résoudre notre crise écologique, mais plutôt d'avoir des systèmes qui sont, un peu moins, hyper optimisés, hyper spécialisés, et qui vont garder une certaine robustesse avec Mmh. un monde, très, très, très fluctuant. Hem, je pense aussi que Carbo peut pas s'extraire d'un système, mais c'est aussi comment on repense peut-être le modèle de l'entreprise, Mmh. et on va en parler, hein, Mmh. mais qui serait celui d'un monde, viable, plus écologique. Et donc comment on fait, entreprise différemment dans les Ouais. interactions, comment on repense,
aussi ces modèles pyramidaux traditionnels, comment on repartage le pouvoir et comment on vient travailler sur toutes les causes en fait d'un système et d'une crise au niveau de l'entreprise, dans les interactions, dans l'organisation. Et quand tu parlais du côté course effrénée, au toujours plus, etc. Et de fait, quand tu es une entreprise, que tu as des investisseurs, que tu as des clients, que tu as des objectifs financiers, tu es quelque part obligé d'y souscrire un peu. Et il y a quelque chose dont vous parlez justement dans cette philosophie-là, et c'est un des piliers, je crois, de votre philosophie d'entreprise écologique, c'est, avec des guillemets, maintenir l'habitabilité. Alors, c'est l'habitabilité du monde, c'est un concept qu'on voit de plus en plus tourner, que j'aime beaucoup, au demeurant. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand même? Enfin, encore une fois, je vais beaucoup dire concrètement dans cet épisode. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce côté maintenir l'habitabilité? Je pense que moi, je préfère cette expression à l'expression sauver la planète. Oui. Parce que, en fait, derrière l'expression sauver la planète. C'est pas la planète que tu vas sauver. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas la planète qu'on va sauver. Elle sera toujours là. Sans l'humain, sans les humains, la planète, elle sera toujours là, exactement. Mais c'est plutôt, du coup, l'habitabilité, c'est les conditions qui vont faire que nous, espèces humaines, et le vivant de manière large, puisque, en fait, il y a quand même un effondrement de la biodiversité aussi, au-delà du réchauffement climatique. Autre sujet, autre problème, mais même cause. Et donc, c'est comment, en fait, en luttant contre le réchauffement climatique, on s'assure que on puisse continuer à vivre demain, toi, moi, les humains, les générations d'après. Très sympa. Donc c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on parle de ça plutôt que... Enfin, moi, je préfère parler de ça que de notion de sauver la planète. Et du coup, ça suppose aussi de concrètement, en fait, prendre les décisions dans l'entreprise en fonction pas seulement d'un critère économique, mais aussi de en fait, quelles sont les ressources que ça va consommer dans notre environnement. Le meilleur exemple que j'ai, c'est nous chez Carbo, on a une raison d'être du coup écologique, on aide les autres à faire mieux, mais on se pose aussi la question de comment nous on fait mieux, évidemment. Et donc nous, nos leviers, on va dire, c'est les transports, l'alimentation et surtout nos serveurs et J'allais te dire, ça veut dire l'hébergement. qu'on met pas d'IA dans toutes nos solutions parce que C'est ça consomme tricky plus, l'IA. etc. Ouais, Je l'avais noté dans mes notes, je ne savais pas si j'allais en parler. Mais déjà, la question des serveurs, même pour héberger notre plateforme et notre logiciel SaaS, on avait fait un premier move qui nous permettait de passer sur des serveurs qui étaient en France et qui avaient une empreinte carbone très limitée. Le mix énergétique était beaucoup plus clean et donc ça nous permettait de réduire l'empreinte carbone. Et là, on est en train de faire un second changement avec donc toujours en Europe, pays frontalier, mais pas en France, mais pour le coup avec un hébergeur qui réduit complètement l'usage de l'eau, je crois, pour refroidir les serveurs, parce qu'il y a des systèmes de refroidissement à air, et qui en plus nous permet de réduire l'empreinte carbone. Donc voilà, et ça, c'est des décisions que chacun prend, que les équipes concernées prennent, toujours en se disant, OK, comment on réduit notre impact. Et après, sur le transport, évidemment, chez Carbo, on ne prend pas l'avion pour les déplacements professionnels, et pourtant, on a une équipe à Barcelone qui a 6h30, 7h de train. Et du coup, dans les dispositifs qu'on a mis en place, c'est que on a à la fois un budget euro et un budget carbone. Donc, ça nous permet de vraiment avoir cette notion-là en conscience. Et puis ensuite, dans nos temps collectifs, les séminaires, par exemple, en fait, chez Carbo, les séminaires ils sont végétariens et ça nous semble totalement logique. Parce que souvent, quand on connaît la notion d'empreinte carbone, quand on sait qu'est-ce qui a le plus d'impact, c'est le transport, l'alimentation et le numérique. Donc, c'est simple. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, il y a une frustration que j'ai pu avoir sur les accompagnements et les clients, etc. C'est que dès que tu commences à parler RSE dans un concept très large, en fait, très très vite, t'en arrives sur l'écologie des petits gestes. Tu vois. Et ça me paraît difficile quand t'as pas une activité, et vous, en l'occurrence, c'est quand même un produit qui, by design, est à impact, mais typiquement, en fait, quand t'as pas une activité à impact par nature, qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'entreprise, quoi? À part trier les déchets et avoir un compost quelque part dans le bureau, quoi. Ça, c'est une très bonne question. Je pense que j'aurais envie de dire, parce que Carbo déjà a calculé son empreinte carbone pour comprendre, en fait, ne serait-ce que les ordres de grandeur. Donc ça, c'est la première chose.
Et puis, je pense, et j'ai vu des entreprises le faire, alors je suis désolée pour l'entreprise, je me rappelle plus de son nom, mais j'étais sur une table ronde RSE une fois, et la personne, elle représentait une entreprise qui avait fait le choix délibérément de supprimer une ligne d'activité d'un de ses produits parce que justement l'impact était trop fort, et donc de se recentrer sur des choses qui étaient moins impactantes en Mmh. termes écologiques. Et donc en fait, ça suppose, enfin pour moi, si on veut vraiment euh, avancer dans le bon sens, c'est pas les petits gestes de proposer les gobelets en carton à Ouais. la cafétéria qu'il faut faire, c'est plutôt comment on repense potentiellement notre business model Mmh. pour y intégrer plus d'impact et plus de Mmh. et limiter l'impact. Mmh. Et après, si tu me dis comment font les entreprises de l'aviation, bon là, j'ai pas la Ça, solution. je serais pas là-dessus, je t'en parlerai à un autre moment si tu veux, c'est encore un autre sujet intéressant ça quand tu leur parles un peu. Mais parce qu'en fait, il a là-dedans, alors on dérive un peu, mais il y a le côté, comment est-ce que tu vas intégrer la notion de concurrence et la notion de compétitivité? Parce que c'est des sujets qui se voient à l'échelle des pays beaucoup quand on a ces discussions-là, et ça se voit d'autant plus à l'échelle d'une entreprise. On parlait de l'IA, admettons que demain il y a votre concurrent qui propose de faire des bilans carbone avec un SaaS, qui se met à intégrer l'IA partout, ce qui fait qu'il coûte 2 fois moins cher, parce que déjà il a probablement sorti la moitié de ses équipes qui font du support client, Mmh. etc., qui sont des vraies choses qui arrivent vraiment, hein. Et en plus, ça va plus vite, les recos elles sont meilleures, etc., etc. Comment vous faites du coup? Parce que tu es encore sur une notion de manager l'ambiguïté et manager le paradoxe, quoi. Mmh. Décidément les questions compliquées, Ouais, j'adore. Non, je peut-être plusieurs éléments de réponse. J'ai toujours aimé l'approche de Simon, un des fondateurs de Carbo, dans la manière dont il avait de parler des autres acteurs, ouais. sur le marché du bilan carbone. Mmh. Parce que, bon, il y en a pléthore pour ceux Mmh. qui le savent pas. Et en fait, ce qu'il exprimait, c'était que, finalement, on a quand même une mission proche, et que tant mieux qu'il y ait plusieurs acteurs. Ça veut dire qu'on démultiplie aussi les Ouais, forces bien sûr. pour atteindre, notre mission qui Mmh. partage, en soi. Donc plutôt de considérer les autres acteurs comme des personnes qui avancent dans la même direction, Ouais, enfin des des entreprises confrères, et des quoi. personnes, Mmh. des confrères, plutôt que la concurrence. Maintenant, oui, on est dans un système, concurrentiel où si, vraiment il y a un écart, qui est fait, ça pourrait signer la fin de Carbo. Je J'ai pas la réponse, Mmh. à ça. Hem, mais peut-être que, toujours je me demande si, alors je connais pas très bien le concept, j'en parle, j'étale un peu, Vas-y. mais dans les travaux d'Olivier Ouais. Hamon sur la robustesse, justement, il montre qu'en fait, le système vers lequel on devrait tendre, c'est justement la coopération de structures, Ouais. de coopératives, de mise en commun des ressources, et cetera. Et donc Mmh. c'est peut-être, en fait, il faudrait sortir peut-être de ce modèle de la concurrence à tout prix. Mais Un là, ça veut problème dire de changer de dilemme système, et on en dilemme de parle, prisonnier aussi qui est pas forcément évident, ouais. Mmh. voilà. OK, ouais, effectivement. Je me doute que tu as pas toutes les réponses à ces questions, elles sont dures, mais je trouve qu'elles valent la peine de se poser, et c'est aussi le but justement de faire ce podcast-là, tu vois? Mmh. D'avoir plusieurs réponses sur ces questions-là pour voir, est-ce qu'il y a des choses, intéressantes qui se dessinent et qui peuvent en inspirer d'autres, et j'espère que ça inspirera, ceux qui écoutent. Une autre manière d'avoir de l'impact, en tant qu'entreprise, j'ai un bon ami qui est passé sur ce podcast qui dit, «Créer une entreprise, c'est créer une société». Mmh. Ce qui est vrai juridiquement, mais ce qui est aussi vrai parce que tu rassembles des gens que tu peux Mmh. faire plus ou moins, enfin, en tout cas, qui vont adhérer à un certain nombre de règles du jeu, que tu as quand même toute l'attitude de définir, un droit du travail, Mmh. mis à part, et cetera, évidemment. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé, chez Carbo, et c'est un des sujets dont je voulais qu'on parle. Le deuxième pilier de cette approche d'entreprise écologique, c'est, chez vous, la gouvernance partagée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la gouvernance partagée? Comment ça se met en œuvre? Et quelle est la cohérence, finalement, avec cet aspect écologie dont on a parlé, qui est très axé pour l'instant sur, le carbone, enfin réduire l'impact qu'on peut avoir, quoi? Mmh. Hem La gouvernance partagée, ça veut simplement dire qu'on partage, le pouvoir de décision. Je crois que tu allais me dire, ça veut dire qu'on partage la gouvernance, et ça aurait été Mmh. difficile. Non, mais gouvernance, c'est qui décide Bien comment et sûr. quoi. Donc qui décide comment et quoi, qui décide, plus de personnes que dans une entreprise traditionnelle Ouais, très hiérarchique où les décisions vont être prises, plus en haut d'une pyramide. ouais, Là, c'est redonner du pouvoir de décision à tout le monde. Alors après, il y a plusieurs modèles de gouvernance partagée. Hem Et il y a des entreprises ou des endroits ou des organisations, plus souvent des entreprises, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve plus dans le modèle associatif, où il va y avoir une horizontalité parfaite, où tout le ouais. monde décide de tout. Ça, c'est pas ce qu'on fait, parce que C'est c'est dur à pas faire marcher en entreprise, quand même. c'est dur à faire marcher en entreprise. Il y a une question quand même
de temps et de durée, d'efficacité, en fait. Tu peux pas décider par consensus sur sur 100% des décisions d'une entreprise. Voilà, c'est pas l'idée. Et donc, nous, on s'est plutôt inspiré du modèle holacratique, et qui est donc de dire tout le monde décide pas sur tout, mais tout le monde a du pouvoir de décision sur certaines choses. D'accord. Et ça, c'est posé de manière explicite. Le modèle holacratique, il fonctionne par cercle avec des rôles. Chaque cercle et rôle, en gros, ont des raisons d'être qui servent la raison d'être de Carbo. Ouais. Donc, en fait, tout converge vers ce point de raison d'être de l'entreprise. Et ces cercles et rôles, ils ont des redevabilités et des domaines de contrôle. Les domaines de contrôle, c'est du coup, là je rentre dans le concret, mais c'est typiquement les sujets sur lesquels la personne qui porte ce rôle a pouvoir de décision. Donc ça, c'est le qui décide. Ouais. Le comment on décide, en effet, on a des processus de décision spécifiques dans notre gouvernance partagée qui sont du coup pas le consensus, sauf sur certains sujets peut-être plus spécifiques, mais on va aller chercher des process comme la sollicitation d'avis ou les décisions par consentement. Okay. La sollicitation d'avis, c'est notamment, par exemple, moi, chez Carbo, je porte je porte des rôles people, donc j'ai du pouvoir de décision sur des choses qui impactent d'autres personnes. Et du coup, je vais pas prendre les décisions dans mon coin. Je vais être responsable de prendre les décisions, mais je vais me poser la question de dire, OK, qui est impacté, quels sont les avis si demain experts. Tu changes la structure de rémunération de la boîte, tu sors pas de ton bureau un matin, je sais pas si c'était un bureau, mais en disant salut, en fait, vous allez être payé comme ça et plus comme ça, et puis c'est moi qui décide de go. Voilà. Non, je vais pas faire ça. Oui, voilà, ça passerait pas très bien. Et donc il y a une forme, en fait, c'est une forme de démocratie, en fait, de comment on prend les décisions plus en se posant la question de qui ça va toucher. Et donc ça, déjà, c'est un peu, je sais pas si c'est révolutionnaire, mais c'est quand on voit comment les décisions peuvent être prises, je sais pas, au niveau d'un pays, par exemple. On va parler de politique tout de suite. On parle pas de politique, mais en fait, l'entreprise, c'est politique. Parce que c'est un modèle de société, tu le dis toi-même. Et donc la politique, c'est comment on vit ensemble. Donc, croire que l'entreprise n'est pas politique, c'est comme croire que les licornes, elles existent pour moi. Bref, autre sujet. Mais elles existent, elles sont valorisées plus d'1 milliard. Oui, alors pas les licornes de la tech. C'était un mauvais jeu de mots. Non, mais donc voilà, c'est qui décide, comment on décide par des processus spécifiques de sollicitation d'avis ou de consentement. Le consentement, c'est oui, je suis pas forcément d'accord, mais je peux vivre avec. Et non, j'ai un veto, mais c'est pas l'ego qui parle, c'est j'ai un veto parce que je pense que ça peut mettre en danger l'entreprise sur tel sujet. Et après, on va le travailler pour, du coup, éviter, prendre en compte ces objections-là. Voilà, c'est des modes de décision spécifiques. Je dirais que c'est comme ça que ça se passe un peu concrètement, la gouvernance partagée. Et après, ça suppose plein d'autres choses. Ça suppose aussi d'avoir une forme... et je vais peut-être répondre à la deuxième partie de la question comme ça, qui est en quoi c'est lié à l'écologie. En fait, ça suppose aussi d'avoir... la gouvernance partagée, le modèle holacratique, il y a quelque chose de très mouvant dans ces modèles d'organisation-là, parce que on raisonne pas en postes et en fiches de poste très rigides, très précises, mais en rôles qui ont une raison d'être, et s'il n'y a plus de raison d'être, ces rôles n'existent pas. Et donc, les personnes peuvent en porter d'autres. Et donc, ça donne une forme de flexibilité, mais pas au sens négatif du terme, au sens de, peut-être, de robustesse, en fait, de comment on peut adapter rapidement l'organisation. Et donc, in fine, aller plus loin aussi, sans forcément hyper optimiser, hyper spécialisé, effectivement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième aussi, c'est que la gouvernance partagée, du coup, en séparant en distribuant le pouvoir de décision, en fait, on casse aussi des dynamiques qui sont celles de la centralisation de l'information, la centralisation du pouvoir, et qui créent des oppressions de genre, des oppressions... Enfin, parce qu'on sait très bien qui est en tête des entreprises pyramidales, et c'est toujours, souvent, ce sont des hommes blancs. Donc, comment on redistribue le pouvoir et du coup, on casse ces dynamiques-là. On casse aussi cette course au haut de la pyramide, au statut très individualiste. Et pour moi, ces modèles-là, ce sont ceux qui nous mènent aussi, qui nous ont menés et qui nous mènent droit dans le mur d'un point de vue écologique. C'est toujours la course au plus, la course au je suis le meilleur. Et à l'intérêt individuel. Voilà, très individualiste. Et donc, la gouvernance partagée, c'est travailler aussi la coopération, de comment on fonctionne bien ensemble, comment on pense aux autres dans les décisions. Ouais, c'est un peu radical, quoi. Est-ce que tu as un exemple, justement, d'une décision typiquement qui aurait été prise chez vous avec ces modes de prise de décision-là, et qui aurait peut-être été prise différemment dans une autre entreprise?
Oui, j'en ai plein. J'en cherche une la plus pertinente. Bah, celle qui me vient, c'est comment on a mis en place la 6e semaine de congés payés. OK. Hem, on a un cercle, chez Carbo qui s'appelle le cercle écologie, Ouais. donc qui, est en charge de, s'assurer de nos pratiques internes et de justement comment on réduit, notre impact et comment on pense, l'organisation, écologique. Et ce cercle a proposé la mise en place de la 6e semaine de congés payés. En général, le consentement est plutôt facile à obtenir une grande partie de l'équipe là-dessus, mais Oui, des personnes, oui, bien sûr. Mais par contre, on a aussi, on a sollicité alors en fait, ça s'est fait en plusieurs temps. D'abord, il y a eu, OK, le cercle écologie veut faire ça. ouais. En vrai, c'était aussi porté par, un de nos fondateurs. Ouais. Il aurait pu avancer tout seul dans son coin et dire: «On fait ça, point». Mmh. Sauf que ça venait impacter, en vrai, le cercle people parce qu'il y a quand même des logiques, légales, Mmh. derrière, des logiques de comment on fait fonctionner ça, c'est quoi les modalités de pause, Mmh. de cumul et cetera. Donc sollicitation d'avis du cercle people pour voir, l'impact, que ça aurait. Sollicitation du rôle finance aussi, parce qu'en Mmh. vrai, une 6e semaine de congés payés, ça a un impact financier. Mmh. Et ensuite, on s'est dit: «OK, donc là, on a travaillé tous les points pour, amender un peu la proposition de 6e semaine de congés Ouais. payés, le cercle écologie», et on a fait une consultation, globale. Évidemment, sur la 6e semaine de CP, les gens, ils allaient pas être contre, Mmh. mais on leur a demandé de se positionner aussi en tant que, pour l'organisation. Mmh. Pas que individuellement, qu'est-ce que ça veut dire, pour chacun en tant que carbonaute? Ouais. C'est le petit nom qu'on donne à nos membres de Carbo. Heu, est-ce que c'est une bonne chose pour l'organisation? Est-ce que ça va nous permettre de fonctionner, de continuer à Mmh. fonctionner et cetera? Bon, ça, c'est un exemple. Tu veux peut-être un autre? Si tu en as un autre. Je réfléchis. Je pense que dans la manière dont on définit aussi notre stratégie. Hem, Mmh. donc on a un rôle qui s'appelle le rôle, pilotage OK. qui a pour raison d'être, la définition et la garantie de la mise en œuvre de cette stratégie-là. Mais encore une fois, c'est pas lui qui va décider tout seul dans son coin. Et c'est pas un deux cofondateurs ou les 2 cofondateurs qui prennent ça, Alors aujourd'hui, c'est les cofondateurs ouais, qui portent ces ça a quand rôles. même du sens, quoi. Ouais. Ça fait sens et il y a l'idée aussi de peut-être, un peu dans les prospectives et ce Ouais. qu'on a envie, c'est que les fondateurs, ils ont aussi envie de comment on libère encore plus l'organisation et ce genre de rôle, on les fait porter Ouais. par d'autres personnes aussi dans Même la l'organisation. vision et le Ouais, parce qu'il y a quand même même le ce qui est quand même pilotage. en général est le dernier rôle du fondateur, c'est de donner la vision, l'impulsion et la stratégie, quoi. Ça veut pas dire qu'il serait totalement absent, mais Ouais. ça veut dire que peut-être dans le suivi, dans comment on la définit, Ouais, bien dans sûr. le fait de la porter au quotidien, de redistribuer un peu plus ça. Mais, là, je suis déjà dans le Ouais. futur, mais c'est aussi vers ça Ouais, clairement. qu'on veut potentiellement, aller et donc du coup, dans la manière de définir la stratégie, donc certes, c'est ce rôle-là qui est responsable de la décision, Mmh. mais par contre, ça va impacter, la totalité de Carbo et donc c'est un processus très collectif de, construction d'ateliers, Mmh. comme beaucoup d'entreprises en vrai, mais avec, vraiment l'idée que, hem, il y a besoin des retours de chaque cercle qui fonctionne au quotidien Mmh. pour qu'elle soit la plus pertinente possible Mmh. et que c'est pas quelque chose qui descend, c'est plutôt quelque Ouais. chose qui «remonte» Ouais, entre OK. guillemets. Et alors Ouais. et justement, tu vois, enfin, si, je devais regarder ça avec, des lunettes, d'un dirigeant, très business, très, ROI, qui cherche en gros, c'est au-delà de est-ce que c'est bien, c'est est-ce que ça fonctionne? Mmh. C'est quoi les effets que tu vois, heu, sur Carbo, sur son développement, sur sa performance, même si, j'ai compris que c'était pas le bon mot, pour en parler, mais en gros, est-ce que ça fonctionne au sens conventionnel du terme, d'avoir mis en place des choses comme ça? Hem, alors la première chose, c'est que du fait de mon rôle dans l'organisation, moi j'ai une réponse très RH, Ouais, mais tu peux me parler d'engagement, tu peux me ouais, parler c'est ça, c'est exactement ça. d'attractivité, enfin, tu vois? C'est C'est exactement ça, c'est la question de l'engagement, du bien-être, enfin j'ai échangé l'autre jour avec une salariée, elle me dit: «Mais en fait, Carbo, moi, c'est ma bulle de sécurité». Heu, pas beaucoup de gens qui disent ça de leur travail. de leur Ouais, entreprise, ouais, c'est clair. et quand j'entends ça, moi, je me dis, «Trop chouette, c'est vers ça qu'on a envie de tendre», Ouais. et c'est chouette si les gens, ils ont des bulles de sécurité externes à l'entreprise aussi, Mmh. évidemment. Mais, donc je pense qu'il y a ça, il y a cette question de l'engagement, je le vois dans le INPS, tout ce qu'on a fait, donc la mise en place de la gouvernance partagée, on la travaille depuis 2023, Ouais. donc ça fait
quasi 2 ans maintenant. Et je le vois, notre INPS sur l'année 2024, il a fait enfin, C'est entre vrai 2023 et 2024, il a Ouais. fait un bond. Aujourd'hui, on a un INPS autour de 70, en fait. Ouais, ce qui est énorme. Ce qui est, au début, quand il baisse, c'est qu'il baisse à 60, je suis pas contente. Mais en fait, je donc me rends compte c'est monstrueux. Enfin, pour le coup, que c'est super chouette. Ouais. Donc, je pense que voilà, ça, pour moi, c'est l'indicateur qui exprime le plus les effets. Et après, sur la partie plus activité business, en fait, quand je vois la manière dont notre produit il a évolué Ouais. sur les 2 dernières années, donc depuis que je suis chez Carbo, en fait, il a énormément évolué. Donc ça veut dire qu'on avance, et quel que soit notre mode de gouvernance. Ouais. OK. Et alors, c'est pareil, tu vois, un des sujets qu'on a beaucoup sur des organisations, enfin, que ce soit des boîtes SaaS ou juste des boîtes en croissance, etc., c'est, enfin, nous, on nous sollicite beaucoup pour travailler sur le rôle du manager, sur comment est-ce que tu les formes, comment est-ce que tu les fais grandir aussi vite que leurs gars. Et tu vois, j'entends hein, quand tu me présentes tu me parles de rôle, tu me parles pas de head of, de VP, etc., etc. Même toi, tu me dis pas, ouais, moi je suis DRH, tu vois, alors que tu dis, je suis en charge des sujets people. Finalement, dans cette structure-là, où tu dis il y a des rôles qui ont une raison d'être, après ils disparaissent, etc., est-ce qu'il y a encore un rôle du manager et comment est-ce qu'il se matérialise? Qu'est-ce que ça veut dire d'être manager dans cette culture-là, par opposition à des cultures où globalement le manager il va être beaucoup sur le suivi de la perf, le monitoring des indicateurs, enfin en gros tirer le maximum de performance de son équipe, quoi. Ouais, c'est une super bonne question parce que donc chez Carbo, il y a pas de manager. OK. Ça veut pas dire qu'il y a pas des redevabilités managériales qui se retrouvent à certains endroits, Mmh. et qu'on a totalement enfin, on a supprimé le côté, c'est le manager du manager du manager qui Ouais. va décider, qui va valider Ouais. la validation de la validation de la Bien sûr. décision. Ça, c'est pas l'idée. Maintenant, je pense quand même que certains des rôles managériaux comme, l'accompagnement individuel, comment tu fais Ouais. progresser les gens, ça, c'est nécessaire dans une organisation à 50. Et comment tu aussi facilites le travail d'une équipe, les temps un peu communs, ça peut être, délégué et coporté, mais tu as des choses qui ont besoin d'exister pour que l'organisation, elle avance. Je pense qu'on a tâtonné, on tâtonne toujours et c'est toujours perfectible. Le choix qu'on a fait, c'est de diviser ça en 2 rôles distincts. OK. Il y a à la fois le rôle de référent-référente. Mmh. Donc ça, c'est vraiment l'idée de ce rôle, sa raison d'être, c'est d'accompagner les individus pour qu'ils progressent au sein de Carbo. Mmh. Donc progression au sens de sur son propre métier, mais potentiellement comment on les accompagne pour qu'ils fassent qu'ils aient plusieurs rôles, qu'ils évoluent et qu'ils aient l'impression que leur expérience chez Carbo aura développé leur Ouais. employabilité, enfin que les aura développés professionnellement. Donc ça, c'est le rôle de référent. Aujourd'hui, c'est ce référent-là, par exemple, qui intervient sur la performance review, parce qu'on a quand même une évaluation de la performance, mais on l'a aussi fait en sorte que la personne soit aussi évaluée par les pairs, Ouais. pour qu'il y ait vraiment une vision très 360. Mais petite parenthèse. Et ensuite, on a ce rôle de référent d'un côté, et on a aussi le rôle de lead de cercle. Mmh. Le lead de cercle, c'est celui qui va porter les informations à l'extérieur du cercle, les communiquer à l'intérieur, potentiellement faciliter les instances, les rituels, et qui va aussi parfois avoir un rôle de OK, nos objectifs d'équipe, on en est où, de roadmap, etc. Donc des choses que quand je te dis là, tu dois te dire: «Ah, c'est le rôle», enfin, c'est ce qu'on retrouve chez un manager. Ouais. Sauf que l'idée, c'est qu'on les sépare Ouais. parce qu'on pense que c'est pas toujours les mêmes compétences. Maintenant, dans les faits et au vu de notre structure, il y a certains endroits où c'est pas le cas, mais il y en a d'autres où il y a des personnes qui cumulent ces 2 rôles. Mmh. Donc en fait, ça leur redonne une sorte de casquette managériale. Mais l'idée, notamment sur ce qu'on attend d'un lead de cercle, en fait, par exemple, un lead de cercle, oui, il peut avoir le côté un peu pilotage des KPI de son cercle, mais il peut aussi se dire que c'est un rôle spécifique et qu'il est porté par quelqu'un d'autre au sein du cercle qui aurait envie de le faire. Donc c'est aussi comment on retraduit, on réexplicite ce qu'on attend de ces rôles-là pour que potentiellement on puisse aussi les séparer, permettre à d'autres personnes de prendre ces rôles-là, de monter en compétence sur certains sujets, etc. Mmh. Donc c'est du tâtonnement, c'est pas Mmh. forcément idéal, et par contre, ce qu'on fait quand même, parce que je pense que c'est important, c'est qu'on a formé Ouais, bien sûr. nos référents, nos référentes, et moi, en tant que porteuse du cercle People and Culture,
j'ai une attention particulière dans la relation avec ses référentes, Bien sûr. dans l'accompagnement individuel, parce que, en fait, c'est aussi avec eux qu'on travaille pour créer le cadre, Mmh. carbo et que l'expérience de chacun, elle soit bonne, quoi. Mmh. Et la question que ça me pose, tu vois, c'est enfin, la fabrique de la légitimité en tant que manager, pour te dire ah ouais, je sais des trucs des trucs un peu conceptuels, mais heu, en gros, souvent la légitimité d'un manager dans une organisation classique, elle vient de, au pire, son ancienneté, au mieux son expertise, sa compétence technique. Mmh. Et c'est ce qui fait qu'il est légitime à évaluer tes performances en tant que sales, par exemple, bah, c'est que ça a été un très, très bon sales et que donc c'est un très bon head of sales et que concrètement, il peut t'expliquer ce qui marche et ce qui marche pas et donner du feedback très précis, très technique. Quand tu, à la fois dissocies, les rôles de management au sens faire grandir, des rôles de management au sens suivi et développement de l'activité, avec en plus un feedback par les pairs, comment est-ce qu'au final tu te dis pas: «Mais en fait, ils me font chier, j'ai pas envie de les écouter, pourquoi je les écouterais?» quoi, tu vois? Au-delà du fait que tu as beaucoup de respect pour tes collègues évidemment, mais comment est-ce que tu arrives à construire une légitimité managériale dans ce système-là? Ben, encore une question compliquée, hein, Ouais. mais j'adore. En fait, je pense que ce qui se passe aussi dans d'autres organisations, plus traditionnelles, c'est que, on te donne le statut de manager, donc la légitimité, elle vient avec le statut qu'on t'a donné. Alors qu'à l'inverse, dans nos organisations, dans notre organisation, de type gouvernance partagée, c'est beaucoup la légitimité que vont te donner les pairs, Mmh. donc que tu vas devoir travailler en Mmh. montrer concrètement ce que tu apportes et c'est ça qui va te donner qui va te permettre d'avoir, de la légitimité, celle que te donnent tes pairs, en fait. Mmh. Donc, ça se construit avec le temps, et comment tu fais preuve, d'authenticité, de comment tu essaies de progresser sur tes rôles de référent, sur tes rôles de lead, comment tu montres ta valeur ajoutée. C'est ça qui va te donner de la légitimité Mmh. et en fait, alors pas dans tous les cercles, mais par exemple le cercle, donc quand je dis cercle pour les auditeurs, c'est bien équipe, autonome, on va dire. Dans l'équipe data, je sais que tu avais fait un processus de il me semble que tu avais fait un processus d'élection sans candidat Ouais, pour, désigner le lead de cercle. d'accord. Donc c'était en gros dire, Ah oui, c'est archi c'est eux démocratique, qui ouais. poussent, c'est elles qui poussent, vraiment le le curseur le plus loin. Toutes Mmh. les équipes n'ont pas, cette maturité-là ou ne sont pas à ce stade-là ou voilà, mais et c'est pas grave parce que c'est Ouais. aussi OK Ouais, bien et sûr. c'est aussi des terrains d'expérimentation dans l'entreprise. Mais donc ils avaient fait une élection sans candidat, il me semble et justement, là, c'est la question de la légitimité Mmh. puisque c'est Ah bah là, pur. les personnes décident de qui leur semble le plus légitime pour être, pour avoir ce rôle de lead et donc c'est en fonction de ce que tu as démontré avant, est-ce que c'est toi qui prends un peu, par toi-même le côté un peu facilitation, Mmh. qui a la capacité à faire des ateliers pour arriver à construire ensemble une Mmh. roadmap, enfin voilà donc je pense que si, ouais, c'est une bonne question celle de la Ouais, légitimité, carrément. mais c'est celle que tu l'as parce que les autres te Mmh. la donnent, donc il faut aller la chercher. Mmh. Et du coup, par exemple, moi, en tant que, RH, c'est aussi, je peux pas dire, «Ouais, je veux le titre de DRH». Mmh. C'est: «OK, qu'est-ce que je peux apporter, pour avoir, pour qu'on me Mmh. donne cette légitimité-là qu'on pourrait donner, Oui et du coup, elle est à une perpétuellement DRH?» renouvelée, Ouais, entre exactement. guillemets. Et alors ça m'amène une autre question, c'était si ça tu peux pas y répondre, c'est pas un problème, mais il y a aussi la question du coup de la rémunération derrière qui se pose. C'est-à-dire que souvent tu es rémunéré en fonction de tu es sur une grille, tu es, head of, tu es rémunéré plus ou moins tant selon ta fonction. Là, ce que tu me dis, c'est que bon déjà tu peux plus ou moins être, élu selon, ton cercle, mais en gros à la tête d'une équipe et si en plus ton rôle cesse d'avoir une raison d'être, il cesse d'exister. Aujourd'hui, tu es potentiellement référent sur un truc qui demain aura plus d'intérêt. Donc, comment est-ce que tu adaptes une politique de REM à un cadre qui peut être très fluctuant, où les gens peuvent avoir des niveaux plus ou moins hiérarchiques qui vont changer sans que ce soit forcément prévu? Et j'imagine que tu peux pas leur dire: «Bah, je te baisse ton salaire de 30 parce que tu es plus, référent de ton sujet», quoi? Hem, je peux y répondre. OK. Il y a pas de souci, Je sais que notre grille externe est transparente, dès nos niveaux aussi. OK, ça marche. Enfin, notre grille interne est transparente à l'externe. C'est une bonne question parce qu'en fait, notre politique de rémunération, elle a évolué aussi pour que justement on arrive à libérer, l'organisation Ouais. et à aller vers ces et à traduire ces intentions de gouvernance partagée.
Au tout début, on avait une grille où en fait, tu avais je sais plus comment on avait fait plus 3000, plus 6000 en brut, en fonction du nombre de personnes dont tu étais référent ou que tu suivais au quotidien. Et ça, à un moment donné, je me suis dit, il va falloir que le supprime. Bah, parce que t'as juste envie de faire signer des trucs aux gens pour dire que t'es leur référent, quoi. Exactement, il va falloir que je le supprime pour que aussi ces rôles-là, ils puissent plus pour casser une sorte de rigidité et aussi pour que ces rôles-là, ils soient valorisés parce qu'ils sont importants dans l'organisation, mais au même titre que d'autres et que ça donne pas un statut supplémentaire. Ouais. Et donc, comment on a fait donc nous, on a une grille de rémunération avec en gros, on a des colonnes par métier parce qu'il y a quand même une réalité marché qui fait qu'on ne peut pas s'extraire totalement de la réalité externe. Mais du coup, il y a des niveaux qui vont de A1 à E2 et qui sont construits en fonction de de l'autonomie et de l'expertise et de l'impact que tu as dans l'organisation. Et c'est pas une question de statut qui va définir est-ce que tu es head of, t'as telle rémunération, c'est OK, qu'est-ce qu'on a constaté que tu as fait, que tu as apporté, c'était quoi la complexité de ce que tu as fait, à quel point c'est structurant, c'est stratégique pour l'organisation. Et donc ça nous permet d'évaluer le niveau d'impact et donc de positionner dans la grille. Et à partir de certains niveaux, on a choisi de faire 2 parcours. Un parcours très expert avec plutôt tu te concentres vraiment sur des rôles métiers un peu spécifiques et un parcours où potentiellement tu vas porter plusieurs rôles dans l'organisation, que ce soit des rôles métiers, des rôles un peu transverses, tu vas porter des sujets transverses ou parmi ces rôles-là, ça peut être aussi tu as un rôle de référent parce que c'est pas tes compétences métiers, donc ça suppose des compétences très différentes. Et donc on a intégré cette question de tu portes des rôles que c'est important de valoriser, mais au sein d'autres choses qu'on peut valoriser aussi. Je sais pas si je suis claire, n'hésite pas à me Non, mais en fait, je te pose cette question-là parce que c'est souvent aussi dès que ça commence à parler d'argent que ça achoppe et que ça devient compliqué parce que c'est une politique de REM, par nature, c'est pas forcément très flexible au départ. Donc ça m'intéressait de savoir comment vous l'avez construite. Et donc du coup, ce que j'entends, c'est que tu as quand même ces 3 variables-là qui te permettent de dire, notamment la variable d'impact, qui va te permettre aussi d'ajuster la REM avec un critère très flexible finalement. Et en fait, si ton rôle il disparaît dans l'organisation, ça veut pas dire que tu n'en portes pas d'autres à côté. Oui. Et donc en fait, généralement, tu vas porter des rôles à la hauteur de ce que tu es capable de faire et de ton impact. Donc en fait, oui, tu as ton rôle, tu le portes plus, mais derrière, ça veut dire que tu as pris d'autres rôles qui permettent d'avoir, je sais pas, une valeur ajoutée encore plus grande. Et de progresser aussi. Et de progresser dans l'organisation. Mais notre politique de rémunération, elle est pas parfaite et elle est toujours challengée. L'argent, de toute façon, le rapport à l'argent, il est tellement individuel et personnel qu'en fait, c'est très difficile d'empêcher les frustrations. T'as beau avoir un modèle le plus transparent possible. Et tu auras toujours à la fin ceux qui seront bons pour jouer avec les cases aussi, tu vois. Ça sera le process que chacun veut tendre à son avantage. Si tu dois montrer que tu as de l'impact, il y a des gens qui sauront se raconter, d'autres pas. Il y a toujours un biais, tu vois. Mais tu vois, moi, j'avais à cœur de dire, et je pense que c'est aussi notre culture d'entreprise, mais j'avais à cœur de dire, en fait, ton niveau de rémunération, il correspond à ce que tu as démontré. Alors oui, tu as la manière de le vendre, etc. Mais c'est pas un truc projectif. Ça veut pas dire, genre, tu changes de rôle, on sait que... Enfin, ça va être des rôles plus importants, entre guillemets, en termes de valeur ajoutée. Du coup, tu changes de niveau. Tu as potentiellement 6 mois ou 1 an pour Exactement. pour pouvoir... Et en fait, il y a un truc dans les biais de genre qui sont... Bah oui. Souvent, c'est pas ça que je pensais aussi. Les hommes négocient la rémunération en fonction de ce qu'ils projettent être et qu'ils vont arriver, selon eux, à faire, et les femmes en fonction de ce qu'elles peuvent vraiment faire. Et donc, en posant ça, je trouve qu'on vient casser un truc, un biais de genre assez fort. Je pense que je l'ai jamais explicité tel quel, mais je suis très fan de ça parce que c'est une intention de se faire cuisiner sur des podcasts. J'espère que personne ne va écouter. Non, je rigole. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est pas un secret. T'as 15 000 posts LinkedIn tous les jours qui t'expliquent ça. Si c'est ta source primordiale d'information, tu vois. Mais bien sûr, c'est un vrai sujet, c'est des vraies études, ça a vraiment été mesuré et c'est une partie de l'explication du gap salarial qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes. Donc complètement. Oui, c'est ça. Et donc moi, je suis très contente qu'on fonctionne comme ça. Aussi parce que dans cette logique d'entreprise écologique, c'est pas l'écologie, c'est comment on évite d'importer les systèmes d'oppression extérieure dans l'entreprise. Et donc ça passe par nos process. Bien sûr. Ça m'amène à
quasiment un dernier sujet, mais il y a un incontournable de la culture qui est aussi dans votre culture book, c'est les valeurs de l'entreprise. Mmh. Vous en parlez beaucoup, il y en a 5. Et en fait, ma question, c'est on a beaucoup parlé de votre système, votre organisation, votre gouvernance. Tu l'as dit, c'est des modèles que vous inventez plus ou moins tous les jours. Est-ce que vous inventez pas, vous l'adaptez à un contexte qui est unique? Comment est-ce que le fait d'avoir des valeurs très, d'une part fortes, d'autre part définies, déclinées en comportement, comment est-ce que ça soutient et ça aide le fonctionnement d'un modèle comme celui-là? Mmh. Ouais, je pense que avoir des avoir des valeurs fortes, incarnées, ça permet d'avoir des fonctionnements un peu similaires et donc de bien fonctionner Ouais. ensemble et d'aller plus loin. Ça, c'est un peu le truc, de base. Après, nos valeurs à nous, elles soutiennent notre modèle parce que dans nos valeurs très incarnées, fortes, il y a la question de la transparence, la question de, donc c'est notre valeur transparence active. Mmh. Il y a la question de l'autonomisation et de l'ownership, Mmh. notre valeur qui s'appelle autonomie collaborative, qui est vraiment ce mix entre, on a un cadre très flexible, beaucoup de liberté, beaucoup de confiance, mais en parallèle, c'est de la Ce responsabilité. qui va souvent de C'est pair. comment, ouais, qui doit aller de pair, en fait, Mmh. et c'est comment quand il y a un problème, bah, tu pas que ton manager te donne la solution. Enfin voilà, donc c'est Mmh. c'est c'est ça c'est l'ownership qu'on attend et qu'on valorise, chez Carbo. Et la troisième valeur que je voulais citer, c'était la valeur student teacher, qui a un rapport à la connaissance de Ouais. ce que je sais, comment je le transmets, et je fais pas une rétention de savoir et d'informations, Mmh. parce que ça, encore une fois, ça donne un pouvoir, sur les autres. Donc comment il y a un truc très, C'est pas si symétrique. facile, hein, ce que tu dis à mettre en application. Ouais. Parce qu'il y a aussi un côté de si je donne tout ce que je sais, qu'est-ce que je vaux encore, tu vois? Le c'est pas peut-être plus de moi et des approches que j'ai pu voir dans l'entreprise, tu vois? Mais il y a aussi un côté de si tu te rends indispensable dans une organisation par tes compétences et tes connaissances. Donc si tu as toutes transmises, Ben, et je pense que c'est pour ça que ces valeurs-là, bah oui, on fait attention à qu'elles soient bien c'est incarnées, pour ça que qu'elles soient je l'arrête dans là-dessus. les entretiens culture aussi, dès le processus de recrutement, parce qu'en fait, il y a un truc très fort d'ego, en fait. Bah ouais. Et qu'on peut pas avoir dans notre gouvernance Mmh. partagée, où en fait, l'idée, c'est qu'il y ait une forme de fluidité, de circulation de l'information, du Ouais. savoir, et de se faire grandir collectivement. Et en fait, pour moi, ouais, tu partages ton savoir, mais les autres te partagent le leur, en fait. Ouais. Donc tu en sors, enfin, tout le monde en sort grandi, c'est du Mmh. Non, c'est du j'aime bien les win-win. valeurs qui sont pas, juste, en gros, on est sympa, on est gentil et on travaille en équipe, quoi, tu vois? Non. Donc et c'est pour ça que c'est des valeurs qui sont pas forcément faciles à mettre en œuvre. C'est en général un bon indice que tu es sur la route de quelque chose qui a une vraie valeur et qui a du sens, quoi. Ouais, et après sur la question de la transparence, en fait, pour que notre système, de gouvernance partagée, il fonctionne, il faut cet accès-là à l'information. Il faut, Ouais. derrière transparence active, il y a un, l'accès à l'info. 2, il y a aussi cette notion de comment, en fait, si je pense quelque chose, si j'ai un avis, ben, je le dis, Mmh. pour que ça fasse avancer, Mmh. collectivement, et de comment on se fait des retours aussi, entre personnes dans un cadre de, parce que je care pour les autres, je leur fais les retours, donc je suis transparente sur mes avis, et enfin mes avis, mes feedbacks, et cetera. C'est quand c'est les Radical Candor et ce genre Ouais, de c'était ça. ouais, ouais. Notre valeur avant s'appelait Radical D'accord, OK. Candor, et on l'a Ouais. renommée, mais on l'a aussi un peu, enfin on l'a fait évoluer, en fait, c'est important quand même Oui, que puis ça c'est pas soit une bien. bonne idée d'avoir une valeur qui soit un framework, connu, quoi. Ouais, Donc ouais. exactement. Mais c'est quand même un modèle qu'on Ouais, reprend bien quand, tu sûr. vois, j'ai travaillé, l'année dernière sur comment on développe, la culture du feedback, Ouais. aussi dans les temps un peu de one-one, et cetera, et donc évidemment, c'est une matrice qu'on met en avant parce qu'il y a cette question du care qui semble Mmh. importante. Mais il y a des gens, ils poussent la la radicalité, trop loin. Enfin, Ouais. c'est vraiment l'équilibre entre les 2. Bref, Oui, bah, le framework. on a eu un client qui avait, ce côté Radical Candor aussi dans une de ses valeurs, ce qui était un peu une excuse pour te défoncer, hein. Et donc du coup, ils ont un peu retravaillé sur ce que ça voulait Mmh. vraiment dire, parce que les gens l'appropriaient pas toujours de la bonne façon, quoi. Ouais, je veux pas citer d'entreprise, mais il y en a une qui a ça, que je connais, dont j'ai OK. entendu parler, et il parle de tacle bienveillant, et en fait, moi, la notion de tacle, elle me dérange quand même. Elle est un peu violente. Ouais, je comprends. Voilà, mais Je donc la je trouve connais qu'il y pas, a mais OK, ouais. je trouve qu'il y a quand même une attention à porter, et donc pour moi, cette transparence-là, elle sert, en fait, notre modèle de gouvernance, le côté organique Mmh. de notre gouvernance. OK.
J'espère que j'étais claire. Non, mais carrément. Et justement, tu as parlé de. Et puis, au pire, je crois qu'une note de vos valeurs, c'est 80-20. Donc, c'est. 20% de nos actions ont Je pense que 80% c'est ma d'impact. préférée. J'aime beaucoup. Mais tu as parlé des entretiens culture. Ouais. C'est un truc que j'aime bien creuser en ce moment. Comment est-ce que tu mesures en entretien, dans le processus de recrutement, l'adhésion, enfin, en gros, le culture fit, quoi, l'adhésion des candidats aux valeurs et leur capacité à les vivre? Parce que, en fait, c'est un sujet dont je me rends compte avec les gens qu'on accompagne sur ces sujets, que souvent, t'es pas tout, enfin, c'est pas simple, quoi. Et souvent, ils vont te répondre, ouais, bah, on en parle à l'entretien, on dit ça, c'est nos valeurs, vous en pensez quoi? Bon, si t'es pas trop idiot, si le gars te demande si, est-ce que vous êtes d'accord avec la valeur d'humilité, il va te dire oui, tu vois, pour Mmh. prendre est-ce que vous êtes humble? Oui, bien sûr. Mais une fois que t'as dit ça, comment est-ce que, voilà, sur quoi tu t'appuies pour te dire, comportementalement, il y aura un fit, quoi, au-delà juste du déclaratif? Heu, Trop bonne question et en plus, ça rejoint la question que j'ai préparée pour toi, Oh, pour aïe, tout aïe, à oh, l'heure. yes. Celle-là, tu la mérites quand même parce que Et donc sois prêt. Hem, Ce qu'on a fait et ce que j'avais envie de faire, c'était d'appliquer la méthodologie des entretiens structurés Ouais. pour notre, entretien culture et que ce soit pas juste un fit d'équipe, mais qu'il puisse y avoir des questions, comportementales et Nel, situationnelles, ouais. ouais, qui du coup expliquent comment la personne elle agit dans telle situation et c'est quoi le comportement qu'elle Ouais, va adopter. Et du coup pour faire ça, ça nécessite ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir décliné en comportement ouais. valorisé nos valeurs. Et du coup, je suis partie de là pour construire cet entretien. Hem, j'ai envie de le faire évoluer parce que, bah, j'ai eu des retours de candidats sur la manière dont les questions étaient formulées. Je l'ai fait en binôme aussi avec d'autres personnes, de l'entreprise, ces Mmh. entretiens culture et j'ai des feedbacks, donc je veux le faire évoluer, mais toujours dans cette idée de garder une forme de structure, justement pour pas que ce soit du feed personnel, mais Ouais. vraiment, plus bah, moins discriminant, enfin Bah, pas discriminant. le pire du pire, c'est les gens où tu que le fondateur qui recrute et ce gut feeling, quoi, tu vois? Enfin, Oui. Oui. ouais. Alors, ouais, ouais, il y a des gens, ils pensent avoir un super feeling. Bah, c'est très largement répandu. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai cadré cet entretien-là Ouais. et mon objectif à moyen terme, c'est de ne plus faire cet entretien-là. Mmh. Parce que ce qui est chouette, c'est que j'ai élargi, on le fait systématiquement en binôme. Donc, en Ouais. fait, il y a d'autres personnes qui le font avec moi. Ça permet à la personne aussi d'avoir des exemples concrets Mmh. de la manière dont elles sont incarnées nos valeurs Ouais. dans des métiers au Mmh. quotidien et pas que juste la parole de la RH, quoi. Mais j'aimerais bien qu'in fine, ce soit plus moi qui les Bah, fasse ce serait et que ce soit l'idéal. vraiment les équipes, Mmh. en binôme qui mènent cet entretien-là. Et donc c'est pour ça que je l'ai rodé, que je vais le faire évoluer et Mmh. qu'ensuite je vais faire, je vais responsabiliser chacun. OK. Hyper intéressant. Hyper intéressant. C'est quoi vos ambitions? Justement, on parle de recrutement, on va parler de croissance de développement, peut-être de croissance. Ouais, bon, c'est Carbo dans 3 ans, ça ressemble à quoi? C'est Hem, toujours une bonne question d'entretien. Tu te vois où ouais, dans 10 ans? wof, je la déteste Elle est cette horrible, question. c'est On ironique. me l'a posée, pour mon C'est entretien affreux. petite parenthèse, on me l'a posée pour mon entretien Carbo, c'était un des fondateurs qui C'est m'a vrai? dit, «Si, dans 5 ans, tu te vois où? Si tu une baguette magique?» J'ai dit: «Je déteste cette question». Moi, je réponds en disant: Écoute, il y a 5 ans, j'avais aucune idée que je serais aujourd'hui, donc je serais très content de passer à où je suis dans Voilà. 5 ans». Et en plus, j'ai un fonctionnement très jour le jour, donc c'est pas possible, Ouais, pour mmh. moi de me projeter à 5 ans. Et puis, c'est difficile dans ce contexte, écologique, Mais économique de pour une se entreprise, ça a du sens quand même d'avoir un peu des éléments de vision, exactement, quitte à merci. pouvoir être challengé. Merci de me ramener à la question initiale. En vrai, là, donc nous, on a fait une levée de fonds en 2022. On n'a pas encore atteint la rentabilité. Mmh. Donc le premier enjeu, c'est d'aller chercher cette, rentabilité. Donc là, on parle de performance, Ouais. hein, évidemment. Cet équilibre qui va nous donner une autonomie Mmh. financière, en fait, et de Mmh. prouver que ça marche Tu aussi. parles tu parles de pérennité surtout, Oui, hein, c'est ça, en de l'occurrence. pérennité dans le Mmh. temps. Donc je pense que ça, c'est le premier le premier enjeu. Bien sûr. Et après, je pense que l'idée, et ça c'est dans notre vision, plus long terme aussi, c'est comment on montre que ça peut marcher en étant une entreprise écologique et socialement Ouais. juste, et aussi comment, bah, on développe peut-être, comment on ajoute de l'information carbone à des endroits où il y en a pas. Est-ce que Ouais. c'est que dans les bilans carbone? Est-ce que voilà, il y a peut-être d'autres choses à Mmh. aller développer. On a un cercle interne qui s'appelle le labo, Ouais. et qui travaille progressivement sur ça. Donc je pense que c'est un peu les directions vers lesquelles on va aller. OK. Mais il y a cet enjeu de rentabilité déjà, Bien sûr. qui occupe les esprits Mmh. quand même. Oui, parce que le corollaire de ça, c'est que vous avez un cadre qui est hyper bien formalisé. J'ai une petite idée de ce que tu vas me dire, mais la question le problème des cadres, c'est qu'avec la croissance, en général, ils craquent.
Et ma question, c'est comment est-ce que tu penses que ce modèle-là, il peut résister à un choc de croissance, en gros? Aujourd'hui vous êtes 50, demain vous êtes 150, est-ce que ça tient encore? Hem, je sais pas, on verra, hein. Mmh. Mais déjà la première chose, c'est que on n'a pas je pense pas qu'on ait le souhait de s'inscrire dans une stratégie Mmh. d'hypercroissance. Enfin, c'est saut 2015. Donc déjà, c'est la première chose. Donc je pense pas qu'on va recruter Ouais. à foison, dans la prochaine année. C'est Mmh. sûr que non, d'ailleurs. Heu Parce que en fait, ce qui fait que ton modèle, que ta culture, elle s'ébranle, c'est aussi quand tu recrutes très, très, très vite. Voilà. Après, on a mis en place des choses, l'entretien culture. Ouais. Jamais j'ai envie de revenir, dessus, dans le process, même si on Ouais. venait à recruter beaucoup. Et on a une forme d'organisation qui, comme je le disais, elle se veut flexible et mouvante. Et donc Mmh. du coup, c'est comment on elle en fait, l'idée, c'est qu'elle évolue de manière incrémentale. Donc Mmh. s'il y a des personnes qui arrivent, comment on fait évoluer petit à petit? Après, je sais pas, on verra. Mmh. Bien sûr. J'espère que ça résistera, et je pense que peut-être qu'il y a aussi accepter parfois d'aller un peu vite et puis ensuite de reposer, bien le cadre. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on garde, les intentions de départ, tu vois? De comment être une entreprise écologique, comment Ouais, faire, attention bien aux sûr. personnes qui la composent. Et sur le comment, on verra, Oui, parce qu'effectivement mais si on tout le garde la challenge, philosophie et les intentions, je pense qu'on pourra y arriver. parce que, derrière cette question, il y avait aussi le côté de ce modèle-là. Admettons que je suis en train de t'écouter, et de nous écouter et que je me dise: «Bah, moi, j'aimerais bien faire ça, mais chez nous, on est 300». Mmh. Est-ce que, bah, du coup, ça marche pas, quoi? Parce que c'est un modèle de petite boîte, en gros, tu vois? Je pense que oui, c'est un modèle enfin, je sais C'est pas, en 50, fait. c'est très bien, il y a rien de péjoratif dans Non, 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 mais le côté petite boîte, hein. j'entends bien. Je pense que si on lit le bouquin de Laloux, sur l'organisation Opale, en fait, il a des modèles d'entreprise, Mmh. qui fonctionnent avec ce type Ouais, bien d'organisation sûr, et ouais. qui sont plus nombreuses. Donc, enfin, où les personnes sont plus nombreuses. Donc ça, c'est mon premier élément Mmh. de réponse, ça peut marcher. Et la deuxième, c'est, en fait, c'est pas grave si c'est pas exactement comme ça. Mais c'est comment on réintroduit de la décentralisation du pouvoir, des Mmh. décisions, peut-être à des petits endroits de l'entreprise Ouais. aussi, et comment on fait les choses progressivement. C'est des changements culturels, Mmh. donc évidemment que ça peut pas se faire en un jour, mais on peut commencer à petite échelle. Si c'est pas faisable sur 500 personnes, est-ce que c'est pas faisable dans un service, par exemple? Ouais, bien sûr. Heu, ouais, je Mmh. et peut-être que c'est une piste de Oui, et puis réflexion. c'est une logique d'expérimentation qui a beaucoup de sens. Et après, est-ce que, du coup, on n'aurait pas, intérêt à créer, plus de petites entreprises et à éviter les grosses, grosses, grosses entreprises? Mais ça, c'est encore une question, où on sortirait de notre discussion, Oui, et puis c'est la question de toujours pareil, est-ce que tu composes avec l'existence, que tu as personnellement, je pense, pas trop le choix, Mmh. ou est-ce que tu réinventes les cases du modèle, ce qui serait sûrement très désirable à plein d'endroits, mais ça se fait pas sans d'une vraie transition qui est pas facile. Alors, Anouk, merci. Tu as répondu à toutes mes questions et il y en avait beaucoup qui étaient pas faciles. Donc vraiment, merci beaucoup. Puis du coup, en retour, je pense que tu l'as bien mérité. Tu l'as dit, tu m'as préparé une question. Donc vas-y, bah, c'est quoi la question que tu voudrais me poser sur les sujets de culture ou sur autre chose? Vas-y, j'ai hâte de voir ce que tu m'as préparé. Hem, je me suis auto mis la pression, du coup, sur ma question. C'est On a vrai. beaucoup trop Je, teasé, là. je fais ça depuis quelques temps et je me rends compte que ça met un peu la pression aux gens maintenant. Gros teasing sur ma question. Alors, non, en fait, j'avais envie presque de réfléchir avec toi sur Ouais. cette notion de culture fit, Ouais. parce que je vois apparaître, les notions de culture ad, culture fit. Ouais. Et alors je m'interroge beaucoup parce que, en fait, par défaut, une culture forte, elle est excluante. Mhm. Mais du coup, ma question, c'est comment on crée et on construit des éléments culturels qui sont pas excluants pour les mêmes personnes que d'habitude, en fait. Tu Ouais. vois? Parce que, par exemple, le 80-20, l'efficacité, c'est un truc, très de start-up, tu vois? Et donc, qui retrouve-t-on dans les start-up? Et comment aussi on évite, du coup, en ayant une culture forte et en faisant un filtre sur ça, d'avoir que des clones aussi, tu Ouais. vois? Ouais, c'est une question que j'aime beaucoup, ça. Ouais. Il y a 2 manières de répondre. La manière un peu fuyante, ce serait de te dire: «Tu es un peu en bout de chaîne, donc si tu as des valeurs et que tu es dans une start-up et que c'est un peu toujours les mêmes profils qui postulent dans les start-up, tu dépends pas de tout le de enfin, tu maîtrises pas tout le processus. Donc c'est Mmh. sûr que tu risques d'avoir un peu d'homogénéité, pour pas dire d'endogamie. Mmh. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Maintenant, au-delà de ça, c'est pour ça que nous, on encourage énormément la déclinaison comportementale des valeurs. Et derrière, tu vois, tu parlais de guide d'entretien structuré, c'est même ta scorecard. Comment est-ce que Mmh. tu vas la construire avec des éléments comportementaux, et ça peut être co-construit avec l'équipe, etc., tu vois? Mais d'avoir cette colonne vertébrale autour des valeurs, et normalement, ça te permet justement d'accueillir de la diversité. Parce que d'une part, tes critères, ils sont
objectiver autour de choses comportementales qui font que ça va prendre ou que ça va pas prendre. Par contre, oui, c'est sûr que si tu veux prendre quelqu'un, enfin, tu vois, tu me parles de 81, moi je pense que spontanément, je pense aux juristes, tu vois, qui travaillent pas du tout comme ça. J'en ai connu quand je travaillais dans des activités de conseil, on bossait avec des avocats. Là, le culture fit, ils prenaient pas, c'était dur, tu vois. T'inquiète pas, ils sortaient des grandes écoles, c'était beaucoup des mecs, ils étaient très souvent blancs, donc t'avais aussi ce côté-là, tu vois. La question, c'est d'abord, tu bosses pour ta boîte, donc est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Est-ce que le mix équipe il va pouvoir se faire? Par contre, si tu le regardes justement sur la base de mise en situation, de questions, nous on raisonne énormément par l'illustration, l'histoire, etc., que ce soit pour véhiculer la culture ou dans ce qu'on recommande de chercher en entretien. Mais en fait, tu vas aller tester sur des cas réels, tu parlais de montrer ce que tu apportes, de montrer ton impact, et ça va peut-être t'éviter, à toi, à moi, à tous ceux qui font passer cet entretien, de se dire « Putain, ouais, mais justement, lui, il est juriste, le 80-20, c'est impossible, parce que c'est juste son profil, il a pas la gueule de l'emploi. » Donc au moins, tu sais ce que tu cherches, et tu donnes aux gens la capacité de se mettre en situation et de le montrer. Après, le débat culture ad, culture fit, justement, si tu veux, c'est un peu un faux débat pour moi. C'est amener des gens qui sortent pas des mêmes écoles, qui sont pas tous des clones, qui ont pas tous les mêmes parcours, etc. Évidemment que c'est archi positif, mais ça veut pas du tout dire qu'il peut pas avoir un culture fit, tu vois. Demain, tu peux très bien prendre quelqu'un qui vient d'une ONG internationale, quelqu'un qui vient d'une startup tech, tu les fais bosser ensemble chez Carbo, s'ils se rejoignent sur les choses importantes, c'est-à-dire déjà la conviction pour la mission, et les manières de bosser, les manières de se comporter, avec aussi une tolérance qui est de se dire c'est pas grave si le gars il coche pas toutes les cases et qu'il n'est pas à 100% des curseurs sur chaque valeur, mais que tu admets d'avoir un plan de développement aussi, bah il n'y a pas de raison que ça se passe mal en fait. Par contre, ça va te permettre aussi de te sécuriser justement, et parce que en fait, pour moi le culture fit c'est peut-être un peu angélique comme manière de le voir, mais de dire je prends des gens qui me ressemblent, c'est une manière de me sécuriser. Je sais que ça va bien se passer avec eux. Ouais. Donc, alors à l'inverse, l'autre que je ne connais pas, il me fait peur. Et ça va peut-être mal se passer. Et puis moi, j'ai pas le temps parce que je suis là pour monter une boîte. Donc, j'ai pas le temps de m'amuser à prendre des gens avec qui ça va. Je sais pas si ça va fitter. Je fais le safe bet. Je prends le mec qui sort d'HEC. Et voilà. Donc, justement, plus t'as dérisqué ça, plus tu vas le débiaiser. Et plus tu vas le débiaiser, plus tu vas être capable de prendre des gens qui vont avoir des perspectives différentes et avoir cet effet culturel dont tu as vraiment besoin pour développer une boîte. En fait. Oui, en fait, c'est sur quoi c'est important, là où tu peux pas transiger. Et en structurant, tu évites d'avoir tous les biais qui arrivent et qui font que on a toutes les mêmes personnes dans les mêmes entreprises. Ok, merci. Et du coup, tu te permets, en définissant un cadre qui est inamovible, à l'intérieur de ce cadre, de tester des choses, de faire entrer des perspectives différentes, faire entrer des gens qui sont un peu différents aussi. Ça m'amène à ma dernière question qui est, alors, si tu avais un conseil à donner à un ou une de tes pairs pour justement travailler sur sa culture entreprise et en faire un levier de structuration, de développement pour son entreprise, qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je dirais déjà, on pose collectivement dès le départ. Ouais. On peut avoir des intentions en tant que fondateur, mais comment on fait un travail un peu collectif avec les premières personnes qui sont là, parce qu'en fait, c'est eux aussi le cœur de la culture de la boîte réelle. Donc ça, travail collectif, la déclinaison en comportement, on en a parlé au long de cet échange, mais c'est quoi les comportements valorisés? C'est quoi aussi les comportements limites quand on pousse à l'extrême la valeur? Qu'est-ce qu'on veut pas? Et je trouve que ça, c'est important pour définir jusqu'à où ça va, quoi. Et je dirais de la questionner régulièrement aussi, et toujours collectivement. Et la dernière chose, et là plutôt avec ma casquette people, dans chaque processus qu'on a construit chez Carbo, en fait, on est toujours parti de nos valeurs. Et dans la manière dont on explique, dans la philosophie de base, on se dit en fait qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est aligné avec notre culture. Et dans la manière dont on le présente aussi, on commence toujours par là, le pourquoi, la philosophie derrière, et ensuite ok, ça donne quoi. Et du coup, ça permet en fait dans les processus de rémunération. Donc, qu'est-ce qu'on valorise financièrement dans les processus d'évaluation. Enfin, en posant ça, la manière de le faire, le comment, en fait, on s'assure que la culture elle soit incarnée. Et mettez en place un entretien culture structuré. Voilà, trop de conseils. Beaucoup de conseils, mais c'est très bien, on n'a jamais assez. Merci beaucoup Anouk, c'était un plaisir. Merci à toi, j'ai adoré notre échange en off et au micro. Trop bien. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et
Vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.